Vous êtes sur les remparts d'une forteresse gauloise en 52 avant notre ère. Lucile est obscursit Sodain. Des milliers de flèches s'abattent sur les légionnaires romains qui avancent vers vos murailles. Vous souriez, persuadé que cette pluie mortelle va décimer l'ennemi. Mais quelque chose d'étrange se produit. Les Romains ne tombent pas. Ils continuent d'avancer, imperturbables, comme si vos projectiles rebondissaient sur une carapace invisible. Ce que vous voyez n'est pas de la magie, c'est la testudo, la formation en tortue qui a terrorisé les ennemis de Rome pendant des siècles. Cette tactique militaire n'était pas simplement une parade défensive parmi d'autres. Elle représentait l'aboutissement de la discipline romaine, de l'ingénierie militaire et d'une compréhension profonde de la psychologie du combat. Quand les légionnaires formaient la tortue, ils ne créaient pas juste une protection temporaire contre les projectiles. Ils transformaient un groupe d'hommes en une forteresse mobile, capable de traverser les zones les plus dangereuses d'un champ de bataille tout en gardant sa cohésion offensive. Cette formation a permis aux Romains de conquérir des territoires qui semblaient imprenables et de terrasser des adversaires qui se croyaient en sécurité derrière leurs fortifications. L'histoire de la testudo commence bien avant l'époque de Jules César, dans les heures sombres où Rome cherchait encore sa voie militaire. Les premières armées romaines n'étaient pas les machines de guerre efficaces que nous connaissons. Elles imitaient les phalanges grecques, ces formations rigides où les soldats se tenaient épaule contre épaule avec leurs lances pointées vers l'avant. Le problème, c'est que cette approche ne fonctionnait pas sur les terrains variés de l'Italie, ni contre les ennemis mobiles que Rome affrontait. Les tribus gauloises avec leur cavalerie rapide et leurs charges impétueuses massacraient régulièrement ces formations immobiles. Les Samnites, avec leur infanterie légère et leur tactique de harcèlement dans les collines, rendaient la vie impossible aux légions organisées à la grecque. La défaite contre les Celtes de Brennus en 387 avant notre ère fut un électrochoc. Rome comprit qu'elle devait repenser entièrement sa manière de faire la guerre. Le consul Marcus Furius Camillus lança une série de réformes qui transformèrent l'armée romaine. Au lieu de la phalange monolithique, les légions furent divisées en manipules, ces petites unités flexibles capables de manœuvrer indépendamment. Le bouclier circulaire grec, le clipeux, fut remplacé par le scutum, ce grand bouclier rectangulaire et incurvé qui allait devenir l'emblème du légionnaire romain. Cette révolution tactique créa les conditions nécessaires pour l'émergence de formations spécialisées comme la testudo. Le scutum mérite qu'on s'y attarde car sans lui, la formation en tortue n'aurait jamais existé. Ce bouclier n'était pas un simple morceau de bois. C'était une merveille d'ingénierie militaire. Les fabricants romains construisaient le scutum en collant plusieurs couches de bois minces perpendiculaires les unes aux autres, créant une structure à la fois légère et résistante. Cette technique de laminage croisé, similaire au contreplaqué moderne, donnait au bouclier une force exceptionnelle tout en le maintenant à un poids gérable, entre 5 et 7 kg et demi. Le bois était ensuite recouvert de toile et de cuir pour plus de protection, puis peint avec les symboles de la Légion. La forme rectangulaire du scutum n'était pas un hasard esthétique. Les ingénieurs romains avaient compris qu'un bouclier rectangulaire permettait une meilleure couverture du corps tout en s'emboîtant parfaitement avec les boucliers voisins dans les formations serrées. La courbure du scutum servait un double objectif. Elle épousait la forme du corps du soldat pour une meilleure protection individuelle, tout en déviant les coups et les projectiles plutôt que de les absorber frontalement. Cette courbure permettait aussi au bouclier de se chevaucher naturellement quand les légionnaires se regroupaient, créant une surface continue sans faille. L'imbo, cette bosse métallique au centre du bouclier, n'était pas qu'un renfort structurel. C'était une arme offensive à part entière. Dans le combat rapproché, les légionnaires utilisaient l'imbo pour frapper l'adversaire au visage, créant une ouverture pour plonger le gladius dans le corps de l'ennemi. Les bords renforcés du bouclier servaient également à déséquilibrer l'adversaire ou à bloquer ses armes. Le scutum transformait chaque soldat en une unité complète d'attaque et de défense, capable de passer instantanément d'une posture à l'autre. La testudo elle-même était un chef-d'œuvre de coordination humaine. Pour former la tortue, les légionnaires devaient exécuter une chorégraphie précise qui ne laissait aucune place à l'improvisation. Au commandement du centurion, les soldats se rapprochaient jusqu'à se toucher presque. Les hommes des premiers rangs levaient leurs boucliers devant eux, les tenant verticalement pour créer un mur frontal. Les soldats à l'arrière et sur les côtés faisaient de même, protégeant les flancs de la formation. Mais c'est ce qui se passait au-dessus qui faisait toute la différence.
Les légionnaires des rangs intérieurs levaient leurs scutas au-dessus de leur tête, les inclinant légèrement pour que les projectiles glissent plutôt que de s'écraser. Chaque bouclier se chevauchait avec ceux des voisins, créant un toit continu qui ressemblait effectivement à la carapace d'une tortue. Les boucliers ne formaient pas une surface plane mais plutôt une série de tuiles imbriquées, ce qui renforçait la structure et empêchait les boucliers de glisser. Cette disposition créait aussi des canaux naturels pour évacuer l'eau quand il pleuvait, un détail pratique qui faisait toute la différence lors de longs sièges. La position des soldats dans la formation n'était pas uniforme. Les hommes des rangs extérieurs devaient s'agenouiller ou se baisser légèrement pour que leurs boucliers s'alignent avec ce tenu au-dessus des têtes. Ceux des rangs centraux se tenaient plus droits, créant une pente progressive du centre vers l'extérieur. Cette inclinaison n'était pas accidentelle. Elle permettait aux flèches et aux pierres de ricocher plutôt que de s'accumuler sur le toit de bouclier, ce qui aurait pu faire effondrer la formation sous le poids. L'entraînement nécessaire pour maîtriser la testudo était épuisant et sans fin. Les recrues passaient des heures chaque jour à former et réformer la tortue jusqu'à ce que leurs mouvements deviennent instinctifs. Les instructeurs romains ne cherchaient pas la perfection lors d'un seul essai. Ils voulaient que les soldats puissent former la testudo dans n'importe quelles conditions. Sous la pluie, dans la boue, en montant une pente, après une marche forcée de 30 km. La testudo devait devenir une seconde nature, quelque chose que le corps exécutait automatiquement quand l'esprit était paralysé par la peur ou l'épuisement. Les légionnaires s'entraînaient avec des boucliers plus lourds que ceux qu'ils utiliseraient au combat. Cette pratique avait deux objectifs. D'abord, elle développait l'endurance nécessaire pour tenir un scutum levé pendant des heures. Ensuite, elle rendait les boucliers de combat normaux beaucoup plus faciles à manier quand venait le moment de l'affrontement réel. Les instructeurs simulaient aussi les conditions de bataille en faisant pleuvoir des projectiles émoussés sur les recrues pendant qu'elles maintenaient la formation. Ceux dont les boucliers se déplaçaient, créant une brèche dans la carapace, recevaient des punitions sévères. Le message était clair, une seule erreur pouvait tuer tous tes camarades. La communication dans la testudo posait un défi particulier. Une fois la formation constituée, les légionnaires ne pouvaient plus voir leurs centurions ni les signaux habituels. Les Romains développèrent donc un système de commandements verbaux et de coups sur les boucliers pour transmettre les ordres à travers la formation. 3 coups rapides signifiaient avancer. 2 coups espacés voulaient dire arrêter. Un coup long suivi de 2 coups ordonnait à la formation de se défaire et de passer à l'attaque. Ce langage de percussion permettait aux centurions de diriger leurs hommes même dans le chaos assourdissant de la bataille, quand les cris et le fracas des armes rendaient les ordres vocaux inaudibles. La discipline était l'élément qui tenait toute la formation ensemble. Dans une testudo bien exécutée, personne ne bougeait sans ordre. Personne ne laissait tomber son bouclier parce que ses bras étaient fatigués. Personne ne brisait la formation pour riposter à un ennemi isolé. Cette discipline ne naissait pas de la peur des punitions, même si celle-ci était terrible. Elle venait de la compréhension profonde que ta survie dépendait entièrement de tes camarades, et la leur dépendait de toi. Si tu laissais tomber ton bouclier, la flèche qui passait par la brèche ne te tuerait peut-être pas toi, mais elle tuerait l'homme derrière toi, celui avec qui tu partageais ta tente, celui qui avait partagé sa ration quand tu avais été malade. L'utilisation tactique de la testudo variait selon les situations. Dans les batailles en rase campagne, la formation servait principalement à traverser les zones balayées par les archers ennemis. Les Romains ne combattaient pas dans la testudo. Ils l'utilisaient comme un transport blindé pour amener leurs troupes au contact de l'ennemi sans subir de pertes. Une fois arrivés à portée de gladius, le commandement de dissolution retentissait et les légionnaires brisaient la formation pour engager le combat rapproché où ils excellaient. Cette transition de la défense totale à l'offensive totale devait se faire en quelques secondes, sans laisser à l'ennemi le temps d'exploiter la désorganisation temporaire. Mais c'était lors des sièges que la testudo révélait tout son potentiel. Approcher les murs d'une ville fortifiée était l'opération la plus meurtrière de toute guerre antique. Les défenseurs avaient tous les avantages, la hauteur, la protection des remparts, des réserves illimitées de projectiles. Ils pouvaient lancer des pierres, des flèches, des javelots, de l'huile bouillante, des pots enflammés, même des ruches d'abeilles ou des bocaux remplis de scorpions. Les assaillants devaient traverser cet enfer pour atteindre la base des murailles, et le taux de mortalité était catastrophique pour les armées qui n'avaient pas de méthode pour protéger leurs hommes.
La testudo changeait complètement cette équation. Les légionnaires pouvaient former la tortue et avancer méthodiquement vers les murs malgré le déluge de projectiles. La formation les protégeait non seulement des flèches mais aussi des pierres lancées d'en haut. Le toit de bouclier incliné faisait ricocher les projectiles lourds, et même si une pierre parvenait à briser un bouclier, les boucliers voisins comblaient immédiatement la brèche. Cette capacité à absorber les dégâts et à continuer d'avancer avait un effet psychologique dévastateur sur les défenseurs. Voir l'ennemi avancer sans fléchir malgré tous les efforts pour l'arrêter détruisait le moral plus efficacement que n'importe quelle arme. Les Romains utilisaient souvent plusieurs testudines simultanément lors d'un siège. Pendant qu'une formation protégeait les sapeurs creusant sous les murailles, une autre couvrait les équipes de béliers en train de marteler les portes. Une troisième testudo pouvait escorter une tour de siège mobile jusqu'au rempart. Cette coordination entre différentes formations nécessitait une planification minutieuse et une communication parfaite entre les centurions. Les Romains pratiquaient ces manœuvres complexes pendant des semaines avant un siège majeur, s'assurant que chaque unité connaissait exactement son rôle et son timing. Le siège de Massada en 73 après notre ère illustre parfaitement l'utilisation de la testudo dans les opérations prolongées. Massada était une forteresse construite au sommet d'un plateau rocheux surplombant la mer Morte de plus de 400 mètres. Hérode le Grand l'avait conçu comme un refuge imprenable, avec des murailles massives, des réserves d'eau et de nourriture pour des années, et des défenses naturelles exceptionnelles. Après la destruction de Jérusalem en 70, un groupe de rebelles juifs appelés les Sicaires s'y réfugia, transformant le palais d'Hérode en leur dernière base de résistance. Le général romain Flavius Silva arriva devant Massada avec la 10e légion et plusieurs cohortes auxiliaires. Il établit 8 camps autour du plateau et construisit un mur de circonvallation pour empêcher toute fuite. Mais le vrai défi était d'atteindre les murailles de la forteresse. Silva décida de construire une rampe massive du côté ouest du plateau, là où un éperon rocheux naturel réduisait la distance à combler. Cette rampe devait monter sur des dizaines de mètres sous le feu constant des défenseurs. Les légionnaires travaillant sur la rampe formaient la testudo en permanence. Des milliers d'esclaves déplaçaient la terre et les pierres sous la protection de ces carapaces humaines. Les Sicaires lançaient tout ce qu'ils possédaient sur les Romains. Flèches, pierres, poutres enflammées. Ils tentèrent même des sorties nocturnes pour détruire les travaux, mais les Romains maintenaient des gardes en formation testudo autour du chantier. La construction prit des semaines selon certaines estimations récentes, bien moins que les 3 ans souvent cités, mais chaque jour de travail sous cette pluie de projectiles testait la discipline et l'endurance des légionnaires. Quand la rampe fut terminée, Silva fit monter une tour de siège et un bélier. Les légionnaires en testudo escortèrent ces machines jusqu'aux murailles. Les défenseurs redoublèrent leurs efforts, sachant que c'était leur dernière chance d'arrêter les Romains. Mais la formation testudo tint bon. Le bélier commença son travail méthodique, fracassant les pierres une à une pendant que les boucliers romains déviaient les contre-attaques désespérées des Sicaires. Quand les murailles cédèrent finalement, les Romains découvrirent que les défenseurs avaient choisi le suicide collectif plutôt que la capture. Le génie de siège romain, rendu possible par la testudo, avait vaincu même cette forteresse imprenable. Les campagnes de Jules César en Gaule fournissent d'autres exemples brillants de l'utilisation tactique de la testudo. Lors du siège d'Avaricum en 52 avant notre ère, César fit face à des défenses gauloises particulièrement ingénieuses. La ville était protégée naturellement par des marais et une rivière, et les Gaulois avaient construit un murus gallicus, un type de muraille utilisant à la fois la pierre et le bois qui absorbait l'impact des béliers. César décida de construire une terrasse massive pour atteindre la hauteur des murailles. Les légionnaires travaillèrent sous la protection constante de la testudo pendant que les Gaulois lançaient des contre-attaques furieuses. Une nuit, les défenseurs tentèrent de détruire la terrasse romaine en creusant une mine et en y mettant le feu. Ils lancèrent simultanément une double sortie depuis 2 portes de la ville. Les légionnaires en faction formèrent immédiatement la testudo et repoussèrent les assauts tout en combattant l'incendie. César lui-même prit le commandement d'une formation de réserve qui se déploya en testudo pour renforcer les points critiques. La capacité des Romains à maintenir leur formation défensive même sous cette pression extrême découragea finalement les Gaulois. Quand les légions lancèrent l'assaut final, la résistance s'effondra rapidement. Le siège d'Alésia, quelques mois plus tard,
démontra l'utilisation de la testudo dans un contexte encore plus complexe. Vercingétorix s'était retranché dans l'oppidum avec 80 000 guerriers. César construisit un double système de fortification. Une ligne intérieure pour empêcher les sorties des assiégés, et une ligne extérieure pour repousser l'armée de secours gauloise qui arriva avec peut-être 240 000 hommes. Les Romains se retrouvèrent pris en tenaille, attaqués simultanément des deux côtés. Lors de l'assaut final, les Gaulois de l'armée de secours concentrèrent leurs forces sur un point faible des fortifications romaines. Des milliers de guerriers chargèrent pendant que leurs archers criblaient les défenseurs de flèches. Les légions de ce secteur formèrent la testudo et tinrent leur position malgré l'intensité du bombardement. Cette capacité à maintenir une défense cohérente sous un feu nourri permit à César de déplacer ses réserves pour renforcer le point menacé sans que les Gaulois puissent exploiter leur avantage numérique. Quand les renforts arrivèrent, toujours en formation testudo pour traverser la zone d'assaut, la situation se stabilisa. La bataille tourna en faveur de Rome, et Vercingétorix dut se rendre le lendemain. Mais la testudo n'était pas invincible. Cette formation avait des limites importantes que les ennemis de Rome apprirent à exploiter. La première faiblesse était la vitesse. Une testudo se déplaçait lentement, très lentement. Les légionnaires devaient coordonner chaque pas pour maintenir la cohésion de la formation. Cette lenteur rendait la tortue vulnérable aux attaques de cavalerie sur terrain ouvert. Un charge rapide de cavaliers pouvait contourner la formation et frapper les flancs ou l'arrière avant que les légionnaires puissent réagir. Les Parthes, ces cavaliers nomades qui dominaient l'Orient, maîtrisaient particulièrement bien cette tactique. À la bataille de Car en 53 avant notre ère, les Parthes détruisirent cette légion romaine commandée par Crassus en exploitant précisément cette faiblesse. Les archers montés Parthes tournaient autour des formations romaines, les criblant de flèches tout en restant hors de portée. Quand les légionnaires formaient la testudo pour se protéger, ils devenaient des cibles immobiles. Les Parthes avaient le temps de viser soigneusement et de concentrer leurs tirs sur les boucliers jusqu'à ce qu'ils se brisent. Puis leurs cataphractes, des cavaliers lourdement blindés, chargeaient pour briser les formations affaiblies. Les Romains apprirent à leurs dépens que la testudo était une tactique de siège, pas une solution universelle pour toutes les situations de combat. La testudo était aussi terriblement éprouvante physiquement. Tenir un scutum au-dessus de sa tête pendant des heures provoquait des crampes atroces dans les bras et les épaules. Les légionnaires devaient se relayer pour donner du repos aux hommes épuisés, mais ces rotations créaient des moments de vulnérabilité où la formation se désorganisait temporairement. Un ennemi vigilant pouvait exploiter ces brefs instants de faiblesse. Les défenseurs expérimentés apprenaient à reconnaître les signes de fatigue dans une testudo et concentraient leurs attaques sur ces moments critiques. Le terrain jouait aussi un rôle crucial. La testudo fonctionnait bien sur un sol plat et ferme où les légionnaires pouvaient maintenir leur équilibre et leur espacement. Sur un terrain accidenté, dans la boue profonde ou sur une pente raide, maintenir la formation devenait extrêmement difficile. Les boucliers devaient rester alignés parfaitement pour que la carapace soit efficace, et la moindre dénivellation perturbait cet alignement. Les généraux romains devaient soigneusement évaluer le terrain avant de décider d'utiliser la testudo, et parfois ils optaient pour d'autres tactiques mieux adaptées aux conditions locales. Le temps météorologique affectait également l'efficacité de la formation. Sous une pluie battante, les boucliers devenaient glissants et plus difficiles à maintenir en position. La boue rendait les mouvements pénibles et désorganisait la formation. Le vent fort pouvait déséquilibrer les légionnaires tenant leurs boucliers au-dessus de leur tête. L'hiver posait des défis particuliers. Les mains engourdies par le froid avaient du mal à maintenir la prise sur les poignets des boucliers, et la neige accumulée sur le toit de la formation ajoutait un poids considérable que les hommes devaient supporter. Les défenseurs créatifs développèrent des contre-mesures spécifiques contre la testudo. Certains versaient de l'huile bouillante qui s'infiltrait entre les boucliers et brûlait les légionnaires. D'autres lançaient de grosses pierres attachées à des chaînes qui s'enroulaient autour des boucliers et les arrachaient des mains des soldats. Les projectiles incendiaires étaient particulièrement efficaces. Le feu se propageait d'un bouclier à l'autre et la fumée suffocante forçait les légionnaires à briser la formation. Certaines villes assiégées déversaient même du sable chauffé à blanc qui se glissait dans les interstices de l'armure et causait des brûlures terribles. La taille de la formation était aussi un facteur critique. Une testudo trop petite offrait une protection insuffisante et pouvait être submergée facilement.
mais une formation trop grande devenait ingérable et perdait sa mobilité. Les centurions devaient trouver l'équilibre optimal selon la situation. Pour traverser rapidement une zone exposée, une petite testudo mobile de 20 à 30 hommes suffisait. Pour escorter une machine de siège ou protéger des travaux de sape, il fallait parfois des formations de 100 hommes ou plus. Coordonner plusieurs testudines de différentes tailles lors d'opérations complexes demandait une compétence tactique considérable. La transition depuis et vers la testudo présentait aussi des dangers. Former la tortue prenait plusieurs secondes pendant lesquelles les légionnaires étaient vulnérables. La dissoudre pour passer à l'offensive créait également un moment de désorganisation que l'ennemi pouvait exploiter. Les centurions entraînaient leurs hommes à exécuter ces transitions aussi rapidement que possible, mais il y avait toujours un risque. Certains généraux ennemis apprenaient à reconnaître les signes qu'une testudo allait se former ou se dissoudre, et ils planifiaient leurs attaques pour frapper pendant ces moments critiques. Malgré ces limitations, la testudo resta une composante essentielle de l'arsenal tactique romain pendant des siècles. Son efficacité dépendait de son utilisation judicieuse par des commandants qui comprenaient ses forces et ses faiblesses. Les meilleurs généraux romains savaient quand employer la testudo et quand recourir à d'autres formations. Ils comprenaient que la tortue n'était qu'un outil parmi d'autres, certes remarquable, mais qui devait s'intégrer dans une stratégie globale plus large. L'entraînement nécessaire pour maîtriser la testudo contribuait aussi à forger la légendaire discipline des légions. Les heures passées à former et réformer la tortue enseignaient aux recrues l'importance de la coordination et de la confiance mutuelle. Un légionnaire apprenait qu'il n'était pas un guerrier solitaire mais un élément d'une machine collective. Sa survie et celle de ses camarades dépendaient de sa capacité à sublimer son instinct individuel au profit de l'action collective. Cette mentalité s'étendait bien au-delà de la testudo et imprégnait tous les aspects de la vie militaire romaine. Les ingénieurs romains perfectionnèrent aussi la testudo au fil du temps. Ils expérimentèrent avec différentes tailles de formation, différentes configurations de boucliers, différentes méthodes de communication. Certaines légions développèrent des variantes spécialisées adaptées aux conditions locales où elles servaient. Les légions en Germanie, par exemple, modifièrent leur testudo pour mieux fonctionner dans les forêts denses où la formation standard était trop large. Celles stationnées en Orient créèrent des versions plus légères pour supporter la chaleur du désert. L'équipement évoluait également. Les fabricants romains testèrent différents matériaux pour les boucliers, cherchant le meilleur équilibre entre protection et poids. Ils ajoutèrent des renforts métalliques au point de stress où les boucliers se brisaient le plus souvent. Ils expérimentèrent avec différentes formes d'imbots pour améliorer les capacités offensives du scutum. Ces améliorations incrémentales, accumulées sur des générations, transformèrent la testudo en une arme de plus en plus efficace. L'impact psychologique de la testudo sur les adversaires de Rome ne peut pas être sous-estimé. Voir une masse de boucliers avancer inexorablement malgré tous les projectiles lancés contre elle créait un sentiment de futilité chez les défenseurs. Cette impression d'invincibilité des légions romaines était un multiplicateur de force considérable. Beaucoup de villes assiégées se rendaient plutôt que d'affronter l'inévitable assaut romain. La simple rumeur qu'une légion marchait vers une cité rebelle suffisait parfois à provoquer une reddition sans combat. Cette réputation d'invincibilité était soigneusement cultivée par les commandants romains. Après une victoire obtenue grâce à la testudo, ils s'assuraient que l'histoire se répandait. Les soldats ennemis capturés racontaient à leurs compatriotes comment les Romains avaient avancé sous des milliers de flèches sans subir de pertes. Ces récits amplifiés par la tradition orale devenaient des légendes qui précédaient les légions dans leur prochaine campagne. La testudo n'était donc pas seulement une tactique militaire mais aussi un outil de guerre psychologique. Les Romains savaient également que maintenir cette réputation nécessitait une vigilance constante. Une seule testudo brisée spectaculairement par l'ennemi pouvait ternir l'image d'invincibilité si durement gagnée. Les centurions étaient donc impitoyables dans l'entraînement de leurs hommes. Aucune excuse n'était acceptée pour une formation mal exécutée. Cette rigueur signifiait que quand une légion formait la tortue au combat, les soldats et leurs commandants savaient avec certitude que la formation tiendrait. Cette confiance totale dans la tactique et dans ses camarades donnait aux légionnaires un avantage moral énorme sur leurs adversaires. L'organisation logistique derrière la testudo était également remarquable. Maintenir des milliers de scuta en bon état nécessitait une infrastructure de fabrication et de réparation considérable.
Chaque légion disposait d'artisans spécialisés dans la construction et la maintenance des boucliers. Ces fabriciers parcouraient les camps après chaque bataille, évaluant les dégâts et décidant quels boucliers pouvaient être réparés et lesquels devaient être remplacés. Ils stockaient des réserves de bois, de cuir, de colle et de peinture pour pouvoir réparer rapidement l'équipement endommagé. Les légions en campagne devaient aussi gérer le défi de transporter tous ces boucliers. Un scutum de 7 kg ne semble pas lourd, mais multiplié par 5000 légionnaires, cela représente 35 tonnes d'équipement. Sur les longues marches, les soldats devaient porter leurs boucliers en plus de tout leur autre équipement. Armure, armes, provisions, outils d'entassement pour construire le camp fortifié chaque soir. Cette charge physique explique pourquoi les légionnaires romains étaient célèbres pour leur endurance et leurs conditions physiques exceptionnelles. La testudo influença aussi le développement d'autres aspects de l'art militaire romain. La nécessité de coordonner précisément les mouvements de dizaines d'hommes stimula le développement de systèmes de signaux sophistiqués. Les Romains utilisaient des drapeaux, des trompettes et des tambours pour transmettre des ordres complexes à travers le chaos de la bataille. Ces systèmes de communication évoluèrent pour devenir de plus en plus efficaces, permettant aux commandants romains de manœuvrer leurs forces avec une précision que leurs adversaires ne pouvaient égaler. L'ingénierie militaire romaine bénéficia aussi des leçons apprises avec la testudo. Les Romains comprirent que la protection de leurs troupes pendant les sièges était aussi importante que la puissance de leurs machines de guerre. Ils développèrent donc une gamme d'abris mobiles pour différentes situations. La testudo elle-même, en plus de désigner la formation de boucliers, désignait aussi un type d'abri de siège. Une structure en bois montée sur roue, recouverte de peau humide pour résister au feu, sous laquelle les sapeurs pouvaient travailler en sécurité. Cette version mécanique de la tortue complétait la version humaine, donnant aux Romains une flexibilité tactique inégalée. Les adversaires de Rome tentèrent naturellement d'imiter la testudo. Certains y réussirent partiellement, mais aucun n'atteint jamais l'efficacité des légions romaines. Le problème n'était pas la technique elle-même, qui était relativement simple à comprendre. Le vrai défi était de développer la discipline, l'entraînement et la culture militaire nécessaires pour exécuter la formation sous le stress du combat. Une armée ne pouvait pas simplement copier la testudo et espérer les mêmes résultats. Elle devait d'abord transformer ses soldats en légionnaires, un processus qui prenait des années et nécessitait une structure militaire complète que peu de sociétés antiques possédaient. Certaines tribus germaniques développèrent des formations qui ressemblaient superficiellement à la testudo, se regroupant sous leurs boucliers pour se protéger des projectiles. Mais ces formations manquaient de la cohésion et de la mobilité des tortues romaines. Elles servaient uniquement comme protection statique, pas comme moyen d'avancer sous le feu ennemi. Cette différence cruciale explique pourquoi les Germains, malgré leur bravoure et leur prouesse martiale individuelle, perdaient régulièrement contre les légions dans les batailles conventionnelles. Les Parthes, qui avaient infligé une défaite humiliante aux Romains à Car, ne cherchèrent jamais vraiment à imiter la testudo. Leur style de guerre reposait sur la mobilité et le tir à cheval, exactement l'opposé de la philosophie tactique romaine. Cette divergence d'approche illustre un principe important: il n'existe pas de tactique universellement supérieure. La testudo dominait dans certains contextes, particulièrement les sièges et les combats d'infanterie, mais elle avait ses faiblesses dans d'autres situations. Les Parthes l'avaient compris et construisirent leur armée autour de tactiques qui exploitaient ces faiblesses. L'armée romaine a évolué considérablement au fil des siècles, et la testudo a suivi cette transformation. Pendant la République et le début de l'Empire, quand les légions étaient composées de citoyens romains rigoureusement entraînés, la formation en tortue atteignit son efficacité maximale. Mais à partir du IIIe siècle après notre ère, les crises économiques et militaires affaiblirent Rome. Le recrutement massif de non-romains, souvent moins bien formés, réduisit la capacité des légions à exécuter des manœuvres aussi complexes que la testudo. Le scutum rectangulaire fut progressivement abandonné au profit de boucliers plus petits et ronds, plus simples à fabriquer et à manier individuellement mais beaucoup moins efficaces en formation serrée. Ce changement reflétait une mutation profonde de l'armée romaine tardive vers un combat plus individuel, moins dépendant de la coordination collective qui avait fait la gloire des légions. La testudo survécut mais perdit sa place centrale dans la doctrine militaire romaine. L'idée de la testudo persista néanmoins dans l'imaginaire militaire bien après la chute de l'Empire romain d'Occident.
Les théoriciens militaires du Moyen Âge et de la Renaissance étudiaient les tactiques romaines et tentaient de les adapter. Certaines formations médiévales conçues pour résister aux charges de cavalerie s'inspiraient directement du principe de la testudo. Créer un mur de bouclier infranchissable par la coordination collective plutôt que par les exploits individuels. L'héritage de la testudo dépasse largement la simple technique militaire. Cette formation symbolise une philosophie fondamentale. Le pouvoir collectif peut surpasser les capacités individuelles. Les Romains avaient compris qu'un groupe d'hommes ordinaires, correctement entraînés et organisés, pouvait accomplir ce que même les guerriers les plus braves ne réalisaient pas seuls. Cette compréhension était au cœur de la puissance militaire romaine et explique comment Rome conquit un empire avec des soldats qui n'étaient pas nécessairement supérieurs individuellement à leurs adversaires. La testudo incarnait aussi l'excellence technique romaine. Les Romains n'étaient pas des inventeurs révolutionnaires créant des concepts entièrement nouveaux. Leur génie résidait dans le perfectionnement méthodique d'idées existantes. La formation en bouclier existait avant Rome, mais les Romains la raffinèrent pendant des générations jusqu'à créer quelque chose de véritablement supérieur. Cette approche pragmatique et perfectionniste caractérisait tous les aspects de la civilisation romaine. La diffusion de la culture romaine à travers l'Empire propagea la connaissance de la testudo. Les peuples conquis qui rejoignaient l'armée comme auxiliaires apprenaient les tactiques romaines. Après leur service et l'obtention de la citoyenneté, certains retournaient chez eux et partageaient ces connaissances, contribuant à l'homogénéisation des traditions militaires impériales. Les représentations artistiques révèlent comment les Romains percevaient cette formation. Sur la colonne d'Antonin, des reliefs montrent des légionnaires en testudo attaquant une forteresse germanique. Ces images servaient un but propagandiste, illustrant la puissance et l'invincibilité romaine. Le message était clair, défier Rome était futile. Les manuels militaires tardifs, comme celui de Végès au IVe siècle, décrivait minutieusement la testudo. Même quand elle était moins utilisée, elle restait un idéal de discipline et d'organisation militaire. Les écrivains romains comme Tacite et Tite-Live chroniquèrent les sièges où elle joua un rôle crucial. Pour eux, la testudo symbolisait la vertu romaine, cette combinaison de courage, discipline et compétence définissant le soldat romain idéal. Jules César mentionnait la testudo dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, toujours dans des situations périlleuses. Son ton factuel trahissait sa confiance absolue dans cette tactique. Quand César ordonnait la formation, ce n'était pas un acte désespéré mais une décision calculée basée sur des décennies d'expérience collective. L'analogie avec la tortue était parfaitement appropriée. Une tortue n'est ni rapide ni agressive, mais elle est presque invulnérable grâce à sa carapace. Elle traverse lentement mais sûrement des environnements hostiles où des créatures plus rapides périraient. La testudo offrait exactement cela aux légions, une invulnérabilité mobile permettant d'accomplir leurs objectifs malgré tous les obstacles. Les meilleurs généraux romains savaient quand ne pas utiliser la testudo. César, Scipion et Trajan comprenaient que la flexibilité tactique importait autant que la maîtrise d'une formation particulière. Ils étudiaient l'ennemi, le terrain et les conditions pour choisir la tactique optimale. Cette flexibilité était rendue possible par l'entraînement polyvalent des légionnaires qui maîtrisaient une douzaine de formations différentes. Les ennemis les plus efficaces contre Rome étaient ceux qui refusaient de jouer selon les règles romaines. Hannibal à Cannes, Arminius à Teutobourg, les Spartaques exploitèrent des situations où les formations romaines, dont la testudo, ne fonctionnaient pas. Mais ces défaites ne détruisaient jamais la doctrine militaire romaine. Rome analysait ses échecs, adaptait ses tactiques et revenait plus forte. L'organisation légionnaire rendant la testudo possible était remarquable. Une légion comptait environ 5000 hommes divisés en cohortes, centuries et contubernia. Cette structure modulaire permettait une flexibilité tactique exceptionnelle. Les centurions, ayant presque toujours servi comme simples légionnaires, connaissaient personnellement les défis de la formation et menaient leurs hommes depuis la première ligne. L'impact économique de maintenir une telle machine militaire était considérable. Rome devait fabriquer et maintenir des dizaines de milliers de scuta de haute qualité, nourrir et payer des légions professionnelles, transporter équipements et hommes à travers un empire immense. Les ateliers impériaux produisaient de l'équipement standardisé selon des spécifications précises. Les reconstitutions modernes capturent une partie de l'essence de la testudo mais ne reproduisent pas l'expérience réelle.
Les historiens débattent encore des détails d'exécution. L'archéologie apporte des informations précieuses, et en combinant différentes sources, les chercheurs construisent progressivement une image plus complète. La Testudo reste un symbole puissant de discipline militaire et d'action collective coordonnée. Les manifestants de Hong Kong en 2014 et 2019 utilisèrent une tortue de parapluie contre les gaz lacrymogènes, adaptant consciemment la tactique romaine. Les formations anti-émeutes modernes empruntent souvent à cette philosophie. Aujourd'hui, 2000 ans après son apogée, la Testudo est reconnue comme l'une des innovations tactiques les plus brillantes de l'Antiquité. Elle représentait une solution élégante pour protéger les troupes pendant les phases dangereuses d'un siège tout en maintenant leur capacité offensive. La légende de la formation résistant à 10 000 flèches n'était pas qu'une exagération. Les témoignages décrivent des testudines traversant des barrages de projectiles qui auraient dû décimer toute force non protégée. La Testudo incarnait les qualités romaines essentielles. Elle n'éliminait pas le danger mais le rendait supportable. Elle demandait à chaque légionnaire de faire confiance à ses camarades et de sublimer son instinct de survie au profit de la mission collective. Cette transformation d'hommes ordinaires en force apparemment invincible reste l'un des accomplissements les plus impressionnants de Rome. Elle résistait à 10 000 flèches non par magie mais par l'excellence humaine organisée et déterminée.